Oui, je suis avec Jean-Philippe Tivierge et Charles-Antoine Lesage, les deux qui travaillent présentement, en fait, qui ont terminé un super beau projet qui était une demande, en fait, de la nation pour un peu savoir comment se débrouiller dans une discussion face à quelqu'un qui nous demande t'es qui en tant que Wendat, qu'est-ce que tu fais, tu viens de où? Il y a des gens à Wendake qui connaissent pas beaucoup grand-chose sur d'où on vient puis qui on est. Donc, ce projet-là, qui est devant mes yeux, qui est là, qui est un peu votre œuvre des dernières années, j'imagine. Je commencerai un peu par savoir c'est quoi vos jobs au bureau du NoNTO, puis c'est quoi vous avez fait de l'apport dans ce projet-là, Jean-Philippe? Oui, ben moi, je travaille comme agent de recherche et développement de projet, pour ceux qui me connaissent, plus spécifiquement comme historien. Puis moi, ben j'ai travaillé, j'ai aidé Charles dans une large mesure sur ce projet-là, mais je veux dire, c'est pas mal Charles qui a fait l'essentiel de ce projet-là. Fait que, dans le fond, tu l'appuies dans ses démarches. Ah oui, mais il y a beaucoup de travail de recherche aussi qui est le fruit un peu de notre travail des dernières années, mais je pense que les meilleurs mots sur ce projet-là vont à Charles, là, qui a mené ça depuis de longs mois. Tu as commencé ça quand, Charles? On a commencé c'est un Aquatatia qui est comme un livre d'histoire, là, puis on a commencé ça il y a 2 ans. Puis bon, c'est sûr, avec la dernière année, il y a eu des changements politiques à Wendake, donc le projet avait été un petit peu mis sur la glace, mais ça fait à peu près 2 ans. Là, mais c'est le fruit d'une discussion qui remonte à beaucoup plus longtemps. Puis c'est aussi le fruit de recherche, comme disait Jean-Philippe, qui remonte à plusieurs années. Là, c'est des décennies de recherche au bureau du NoNTO, puis qui culmine dans ce projet-là, qui est un premier projet là, de diffusion d'informations et de connaissances. Là. Toi, au bureau, tu es un anthropologue. Exact. Analyste anthropologue, mais je suis un anthropologue de formation exact. J'ai fait mon bac et ma maîtrise en anthropologie. Fait que tu n'as pas seulement travaillé sur ça, tu travailles aussi sur d'autres projets, sur de la recherche. J'imagine que le bureau du NoNTO, c'est tous les projets qui englobent le territoire. Fait que c'est gigantesque. Là. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, avant qu'on aille dans le fin fond du sujet, ça fait depuis quoi? Ça fait 13 ans cette année que le bureau existe. Pour ceux qui le connaissent, c'est le bureau territorial, mais ça veut dire bien des choses. Là. Ça veut dire biologie, recherche historique, archives, anthropologie, histoire, nos petites guéguerres entre historiens et anthropologues. Mais c'est l'archéologie, c'est l'Ontario maintenant. Ça fait 13 ans, mais je pense qu'une des premières choses qu'il faut dire aussi, c'est ça, là, ce document-là qu'on vient vous présenter, c'est aussi le fruit de décennies. Charles l'a super bien dit. Mais tu sais, 13 ans de bureau du NoNTO. Mais il y a des gens chez nous, là, avant qui travaillaient, ça fait déjà plus de 20 ans. Puis il faut qu'on le dise tout de suite, je pense à Jean-François Richard, qui est anthropologue, qui voulait pas être là ce soir parce qu'il voulait laisser la place à des Wendat puis s'exprimer, puis c'est tout à son honneur. Mais Jeff, ça fait maintenant quoi, plus de 20 ans qu'il travaille pour le conseil. Puis c'est en grande partie lui qui a défriché ce qui est le fruit de nos recherches aujourd'hui. Exact. Ce livre-là qui est en fait offert en format PDF. Oui, il sera aussi offert l'année prochaine en format papier. OK, donc vous allez l'imprimer. Ouais. Oui. Puis ça s'adresse à qui, ça, ce livre-là? D'abord, ça s'adresse aux Wendat. Mais ça s'adresse aussi à tout le monde qui veut en apprendre sur l'histoire territoriale de la nation Wendat. Ouais. Mais disons que notre public cible, d'abord, c'est la population Wendat. C'est ceux et celles qui veulent s'informer sur notre histoire collective, le territoire qu'on a occupé traditionnellement puis qu'on occupe encore aujourd'hui. Puis c'est ça. Puis, comme je disais, c'est un effort collectif, là, ce travail-là. Là, comme on pourra le voir, on fait raconter l'histoire par les Wendat. Là. Donc, tu sais, je veux dire, moi, ma job, ça a été de coordonner le tout. Là. J'ai été chargé de projet, là, en gros. Là, mais tu sais, le contenu, ça provient de la bouche de des Wendat, du travail acharné de recherche de Wendat aussi. Donc, c'est ça. C'est sûr que là, moi, je prêche pour ma nation dans le sens où j'en connais quand même beaucoup. Puis, tu sais, je le sais que les Wendat, on a beaucoup de sources, on a beaucoup de papiers, on a beaucoup de documents. Dans le fond, notre alliance qui date de quasiment 400 d'années avec les Français nous ont permis, puis avec les Anglais aussi plus tard, nous ont permis d'avoir beaucoup, beaucoup de documents, de photos, puis d'histoires. Est-ce que on est une nation qui possède réellement beaucoup de documents ou bien c'est juste quelque chose que j'ai entendu depuis que je suis tout petit, tu sais? Peux-tu répondre à ça? Ouais, je vais dire une chose.
c'est un point intéressant, même si ça sort un peu du document comme tel. Ça fait une des grandes richesses de notre nation. Ça a été notre capacité. Puis on le voit en faisant les travaux de recherche, c'est la capacité à percevoir l'importance de conserver les choses. Puis il y a un grand Wendat qui est historien, Jonathan Lainé, qui travaille maintenant comme conservateur au musée McCord. Il avait écrit un article super intéressant dans la revue de Bibliothèque et Archives nationales du Québec sur tout le fond de la famille Picard, l'ancienne maison de Saouin-Houhi. Puis il en parlait de ça. Comment est-ce qu'on avait conservé notre patrimoine matériel, puis immatériel, puis la document. Rapidement, là, dès le 18e siècle, on a compris à quel point c'était important de garder la documentation. Puis c'est une des raisons pour lesquelles une bonne partie de notre patrimoine, même s'il en manque beaucoup, est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Puis il demandait juste à ce qu'on le retrouve. Le traité Huron-Britannique, là, il n'a jamais été perdu. Les gens le connaissaient. Mais un jour, c'est redevenu important à sa juste valeur. Puis on a fait des recherches, puis on a trouvé des tonnes d'affaires. Je sais pas si tu veux complémenter, Charles, mais moi, en tout cas, je trouve ça... Moi, c'est un bon point. Oui. On a beaucoup documenté, hein, mais juste... là, on vient déjà d'évoquer le traité Huron-Britannique, qui, pour certaines personnes, c'est évident là, comme document, mais je ne sais pas si on pourrait déjà un peu expliquer ça, que j'imagine est un peu la base ou le point de départ de tout le bureau du New NCO. Oui. Bien, avant même de parler du traité Huron-Britannique, là, on peut peut-être évoquer... Faire un survol, peut-être, un peu. C'est ça, juste pour le survol, parce que le traité Huron-Britannique est super important dans un chapitre particulièrement de ce projet-là, là, du livre. Mais dans le fond, c'est un livre d'histoire qui retrace toute l'occupation territoriale Wendat. Donc, des origines du mythe de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux années 2000. Documenté et oral. Donc, c'est ça. Orale aussi. Effectivement. Donc, c'est la tradition orale, c'est aussi des archives, c'est des cartes, c'est toutes ces sources-là qui sont mises ensemble. Puis, effectivement, le traité Huron-Britannique est central dans la définition de ce qu'on appelle le Nion-Intio. Donc, c'est notre territoire à l'époque du traité Huron-Britannique, le territoire qui était occupé par les Wendat à l'époque du traité Huron-Britannique. Ça, c'est le deuxième chapitre particulièrement là, qui s'y attarde, donc qui s'appelle le Nion-Intio, notre magnifique territoire, qui est la signification du mot Nion-Intio. Et donc, c'est le fruit. Ça, le Nion-Intio, c'est le fruit du travail acharné de plusieurs personnes, de plusieurs chercheurs pour documenter le territoire qui était occupé par les Wendat à l'époque du traité Huron-Britannique en 1760. Donc, c'est le territoire sur lequel on a des droits issus de traités là, reconnus par la Cour suprême du Canada. Donc, ça, c'est le traité Huron-Britannique là, qu'on voit présentement. Oui. Donc, c'est vraiment une lettre là, qui a été écrite à la main par un certain Murray. Exactement. Jean-Philippe, mon historien préféré. Murray. Mais on peut-tu le dire une fois pour toutes, là, parce que encore aujourd'hui, ce document-là fait office de débat historique. Là. Mais en 1990, il y a 9 juges, les 9 juges de la Cour suprême ont reconnu unanimement que ce document-là, je regarde Charles parce qu'il comprend ce que je veux dire, ils l'ont reconnu unanimement comme étant un traité, comme étant un document ayant valeur de traité. Ouais. Puis même que on a défini qu'il s'appliquait, que ce qui était édicté dedans et s'appliquait au territoire fréquenté par les Huron-Wendat au moment du changement de régime, c'est-à-dire en 1760 après la conquête, c'est seulement qu'il n'a pas été défini ce territoire-là. Ouais, dans le traité. Oui, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Ce travail-là à Quatatia, c'est aussi de montrer tout l'aboutissement. Puis il y a quelque chose de super important aussi, je pense qu'il faut mentionner d'entrée de jeu, c'est que la territorialité ou l'occupation territoriale, c'est jamais fixe, c'est jamais figé dans le temps. Puis c'est ce qu'on voulait démontrer aussi avec ce projet-là, c'est que le Nion-Intio représente une époque, représente une réalité. C'est une entité territoriale à part entière qui a ses fondements juridiques, politiques, culturels. Mais les Wendat, on a occupé un territoire, beaucoup plus vaste. À certaines époques, c'était
de la vallée du Saint-Laurent à la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, c'est davantage le Nihon-Etsio. C'est davantage pour des raisons politiques, économiques, peu importe. Ben là, il y a des centaines d'années derrière la cravate d'évolution aussi humaine, puis de déplacement, d'exil, de guerre, de maladie. On peut pas non plus s'arrêter sur... Exact. Parce que je dis ça parce qu'on entend souvent c'est qui était là le premier. Mais qui était là le premier, là, je trouve que c'est un peu... c'est plate comme débat parce que, mettons par exemple, je prends l'exemple de la carte qu'on voit présentement, le Nihon-Etsio, qu'on définit, on définit à peu près de Trois-Rivières jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, puis on s'en va jusqu'à la frontière américaine. Oui. Bon, sur certaines cartes chez les Inuits, on englobe tout ce territoire-là dans le Nitassinan. Sur les cartes Atikamekw, on englobe quasiment la moitié de ce territoire-là sur le Nitaskinan. Puis après ça, les Abénakis. Les Abénakis englobent tout le sud-ouest de la carte. Puis bref, tout ça pour dire que même que les Abénakis, dans leur carte puis dans leur histoire, reconnaissent même pas le territoire Wendat. Sauf que c'est normal, mais je trouve que c'est un débat qui est plate à avoir dans un sens où on le sait que ça fait longtemps que les Abénakis viennent à Wendake. On le sait que ça fait longtemps que les Abénakis vont à Mastoyache pour peupler les territoires du Nord parce qu'on s'est tenu les coudes pendant des centaines d'années à cause des guerres. Puis là, en ce moment, c'est normal aussi parce que c'est des territoires qui sont pleins de richesses. Chacun veut sa part, sauf qu'en même temps, c'est quoi vraiment qu'on veut faire avec ça, nous, tu sais? C'est plus ça la question. C'est quoi qu'eux veulent faire avec ça? Moi, ça me fait trépigner, mais je sais pas si tu veux te lancer. C'est quand même un aspect important, là. Les autres nations. Oui. C'est important d'en parler. Que, là, présentement, on a une équipe d'Atikamekw qui sont avec nous. Moi, je côtoie beaucoup les Inuits dans des projets. Puis toutes les nations, en fait, je côtoie. Puis j'aime ça parce que quand je me déplace, mettons, chez les Inuits, je suis allé cet été au réservoir Manicouagan, la rivière, qui longe, qui est un territoire ancestral Inuit. J'ai été accueilli avec quasiment des crocs. Là, au début, là, le monde, c'était un Wendat. Et on sait que les Wendat, ils revendiquent, blablabla. Mais tout le monde revendique, mais dans un sens que il a fallu que j'ai une conversation de 2 heures avec cette personne-là, quasiment 2 heures, petite bière dans le corps, pour dire, bon, on est des amis, regarde, on accepte des choses. Moi, je suis conscient de l'histoire, je sais d'où que je viens, puis regarde, on s'arrête pas à ça. Aujourd'hui, on peut-tu évoluer dans une même direction? Fait que, en tout cas, bref, c'est un peu ça que le point, là, c'est qu'il faut tout le temps, j'ai cette impression-là à visiter les autres nations, qu'il faut tout le temps que je mette mon point sur la table. Je dis, oui, mais, parce que les Wendat, oui, mais, regarde, c'est ça. Mais genre, parlons-en. C'est ça, exact. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Moi, j'ai le temps de répondre, mais je te laisse aller en premier. Mais moi, on s'amuse. Là. Je commencerais juste par dire que... en fait, j'ai bien expliqué que le territoire, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Là. Mais de tracer des lignes sur des cartes, c'est pour répondre à un appareil fondamentalement colonial, qui est un appareil politique, là, donc de revendication territoriale, qui existe, mais qui est, comme je disais, colonial. C'est une façon qui est issue de considérer le territoire qui est issu d'une théorie libérale de l'État, là, donc qui voit le territoire comme un territoire exclusif de propriété où on doit justement affirmer qu'on occupe ce territoire-là et le transformer. Et donc, on doit, en tant que nation autochtone, on doit, pour être capable de prouver nos droits sur nos territoires, de prouver que ces territoires-là, on les a occupés, ils nous appartiennent dans une certaine mesure, bien, on doit tracer des lignes sur des cartes. Puis, c'est complètement à l'antipode de nos alliances traditionnelles qui pouvaient définir des frontières. L'entente Huron-Algonquin qui est présentée dans Aquatatia, là, je veux dire, il y avait une frontière qui était définie, c'était une rivière. La rivière Saint-Maurice, si vient un moment où les Wendat et les Algonquins, on a des problèmes, bien nos territoires vont être bordés par la rivière Saint-Maurice. Bon, c'est une possibilité. Il y avait des alliances comme ça qui étaient faites entre nations, mais généralement, tout le monde s'entendait bien sur le territoire. Chacun avait ses territoires qui étaient probablement qui pouvaient être exclusifs parfois, qui pouvaient ne pas l'être d'autres fois, mais chacun avait son territoire, l'occupait, puis en prenait soin, tu sais, puis c'était pas une vision aussi carrée du territoire. Ouais, puis surtout que c'était un partage, puis aussi, comme tu dis, c'est une mentalité aussi de dire, comme par exemple, j'ai toujours cet exemple-là qui est très simpliste, mais qui marche tout le temps. Une nation nomade ne peut pas dire on s'arrête là. Si le caribou, il s'en va plus loin, ben, tu vas suivre le caribou.
Puis, tu sais, je veux dire, oui, là, c'est gigantesque comme territoire. Puis si à un moment donné, nous, en tant que Wendat, il y a une période difficile où les températures sont plus élevées, l'orignal vient à manquer, mais il y a moyen d'aller un peu plus au nord, d'aller rencontrer une autre nation et dire on est dans la chenoute, on a faim, on peut-tu chasser sur vos territoires? Mais c'est un bon point. Ce que tu viens de dire, là, tu donnes l'exemple, comme tu dis, simpliste, nomade, puis on peut pas s'arrêter. Mais si on revient à la base, là, nos perceptions sont aussi fondées sur, des fois, une méconnaissance. Je suis pas en train de dire que tu connais mal cette personne, mais tu vas voir ce que je veux dire. C'est, on part toutes nos présomptions sur des méconnaissances. Tu sais, quand on connaît bien les peuples algonquins, on se rend compte que dans l'évolution historique de l'évolution territoriale, les mouvements de population, quoi qu'il en soit, il y a bien des peuples algonquins qui sont semi-nomades, qui ont des pratiques qui ont des pratiques dites associées aux populations, mettons, iroquoiennes, qui sont plutôt semi-sédentaires. Parce que nous autres, on n'est pas juste... Tu sais, quand je fais une grande boucle, mais je veux revenir au territoire, c'est que nous, les Wendat, tantôt, quand je trépignais, je voulais dire que, d'un, on ne revendique pas. Partout dans la documentation qu'on produit, puis ça, on ne revendique jamais. Charles l'a bien dit, c'est quoi la conception du territoire? C'est très colonialiste, c'est un système très libéral. C'est inscrit directement dans les processus qui découlent de la loi sur les Indiens, puis ensuite ceux qui ont été établis dans les années 80 après le rapatriement de la Constitution, puis blablabla. Mais on affirme, on ne revendique pas. Quand tu vois sur la carte du territoire contemporain, puis tu vois des limites, on sait tous que les territoires d'autres communautés, d'autres nations comme la nation Innu, Atikamekw, Mi'kmaq, la Confédération Wabanaki, on sait tous que ça s'entrechoque. Mais aujourd'hui, les relations, ils changent. Parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaise compréhension dans les dernières années. Mais nous autres, on ne partira pas. Puis nous autres, les Wendat, on n'est pas des réfugiés. Quand même que d'autres nations pensent le contraire, bien, c'était notre devoir aussi d'éduquer les autres, puis de discuter, puis pas de se chicaner, puis de leur expliquer que si tant est qu'eux aussi ont une tradition orale auquel ils tiennent, nous autres, on est capable de démontrer, puis on le démontre un peu dans le beau travail que Charles a mis tant d'heures à faire. Là. Ah oui. On se rend compte que cette tradition orale Wendat nous enseigne toutes sortes de choses comme un mythe de la création qui se rapproche, qui identifie même une zone géographique de cette sortie de terre, comme on le perçoit dans la mythologie, sortie de terre dans la grande région de Québec. Puis cette tradition-là orale, elle remonte au 19e siècle. Elle existe. Là. On existe, puis on n'est pas des réfugiés. On a fait des choix consciencieux de venir s'installer ici. Là, je sais que je vais loin. Là. Je sais qu'il y a plein d'autres contenus. Mais tu sais, c'est parce que là, je prends le haut du pavé sur des choses qui sont plus loin dans le document. Mais c'est un peu ça qu'on veut montrer dans le document. Tantôt, au début de la conversation, on se disait, ben à quoi ça sert, ce document-là? Puis Charles a bien répondu. Puis moi, je vais rajouter encore plus. Ça ne sert pas juste aux Wendat en général. Ça sert aux gens. Ça ne sert pas juste aux gens qui connaissent ça. Ou ça ne sert pas juste. Le territoire, c'est pas juste la chasse, la pêche, puis cueillir des bleuets. Le territoire, c'est ce qui fonde notre identité profonde. Parce que sans territoire, il n'y a pas d'assise potentielle pour un développement économique puis faire fructifier notre nation. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à mon gars qui n'aura peut-être pas de statut, mais qui peut-être va s'affirmer comme Wendat. Ça s'adresse à Jocelyne qui ne connaît rien de la nation Huron-Wendat. Bref, je m'emporte là-dessus, mais je trouve ça super important, cette notion-là. Puis moi, en tout cas, ça me rend fier, là, même si je n'ai pas fait tout le même niveau de travail que Charles sur ce document-là. Mais moi, c'est le feeling. Je ne sais pas si Charles, tu veux rajouter là-dessus, là, mais moi, c'est le feeling que j'ai sur ce document-là. Non, ça va. Je pense que on va pouvoir placer d'autres idées là, éventuellement. Ben moi, il y a une chose qu'on avait entendue ensemble dernièrement parce qu'on avait fait une conférence sur l'aire protégée Yané Hondé, qui est un des projets du Bureau d'Union SEO, qui est
d'aller d'aller carrément protéger un territoire pour d'éventuelles exploitations forestières et exploitations territoriales, qui est un des derniers massifs de forêt vierge intacts dans le sud de la province. Donc, c'est un projet qu'on a fait ensemble et qu'on reparlera dans un autre épisode. Mais durant la conférence, il y a des gens qui ont abordé la question, à savoir Yaniondé, qui est en fait le nom original du lac à Moïse, qui est un des lacs sur le territoire de l'aire protégée. Puis il y a quelqu'un qui demandait, on peut-tu avoir accès à une liste de noms ancestrales dans la langue Wendat? Mm-hmm. Puis dans ce document-là que vous venez de sortir, il y a ici, là, à la page 42, une super belle petite liste, super facile et super le fun. Exact. C'est un tableau avec des toponymes Wendat. Mais ça, c'est un bel exemple, justement, de sources qu'on peut utiliser en tant qu'anthropologue, historien, archéologue, linguiste, là, pour documenter l'occupation territoriale. Fait que ça, c'est le but, évidemment, du livre, c'est de présenter plusieurs de ces sources-là. Il y a aussi les axes de circulation qui sont documentés dans ce même chapitre-là. Mais le but, c'est de présenter ce sur quoi sont fondées nos affirmations territoriales et ce sur quoi est fondée notre occupation territoriale. Puis de nommer un lieu dans sa langue natale, ben, c'est une façon justement de définir, de signifier le lieu. Puis ça, évidemment, quand on couple ça avec l'occupation territoriale, d'autres recherches en archives, des cartes ici, ben, ça nous permet justement d'approfondir notre connaissance de l'occupation territoriale. Donc ça, c'est un bon exemple. Puis c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on voulait rendre disponible au Wendat parce que ben, ça nous appartient, hein, c'est notre patrimoine collectif. Et donc, par le biais d'un livre comme celui-là, ben, on peut transmettre. On a plus de toponymes que ce qui est présenté dans le livre, évidemment. Mais donc là, on en présente une bonne partie au Wendat pour qu'ils puissent, justement, là, eux aussi, quand ils vont dans le territoire, ben, dire je suis pas au lac à Moïse, mais je suis à Kanirondé, où on cueille des plantes médicinales, qui ce que signifie Kanirondé. Donc, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est vrai, hein, parce que quand on est allé par là, je me suis mis à faire des images de vraiment les plantes. Là. Puis il y avait une panoplie de champignons de couleurs différentes. Vraiment, c'était vraiment un endroit où on aurait c'est dit... riche. Oui, c'est riche. Puis ce que Béatrice aussi, qui est biologiste dans votre équipe, m'expliquait, c'est que les forêts anciennes, il y a certaines mousses qui prennent des centaines d'années, si je vulgarise, là, qui prennent des centaines d'années à pousser sur des arbres, ce qui permet le développement de certaines autres plantes, tu sais. Donc, c'est un écosystème. Ben, c'est ça. Mais, fragile, mais... Quand tu coupes une forêt, ben, ça repart à zéro. Puis ça prend du temps avant qu'on ait de l'épinette. Puis après, ça prend du temps avant qu'on ait du pain ou ça prend du temps avant qu'on ait certaines essences d'arbres. Dépendamment c'est sûr, il y a plein de facteurs, mais bref. C'est juste que je trouvais ça trippant, les couleurs. Mais c'est vrai, tu sais, je pensais juste que c'était de même, mais tu sais, quand tu vas là-bas, tu réalises vraiment l'ampleur des plantes médicinales que là, j'en connais pas beaucoup, j'en connais quelques-unes, mais tu sais, des dalles de savoyenne sur le bord de l'eau, là, tu sais. En tout cas, c'était vraiment épatant. Vraiment beau. J'ai que des beaux souvenirs, mais moi, j'aime tellement ça aller dans le bois en plus, fait que... Ça fait partie de notre identité. Puis une chose que je trouverais intéressant de parler, c'est le plan Vincent. Donc, ici, on peut voir une partie du plan Vincent parce qu'il est comme fait sur le large. Puis on voit l'autre partie ici. Donc, on peut reconnaître sur la partie à l'ouest la rivière Saint-Maurice, ici. Donc, ensuite, on a Yaniondé, le lac à Moïse qui est ici, le grand lac Batiscan. Ça, c'est l'expédition qu'on a faite cet été. Ici, on reconnaît la grande rivière Jacques-Cartier. Ouais. Puis, plus à l'est, donc la rivière, en fait, c'est le fjord du Saguenay. Exact. La rivière Saguenay. Ouais. Donc, c'est vraiment à cette époque-là qui est Nicolas Vincent qui a fait ce plan-là. C'est vraiment une bonne idée de l'occupation territoriale Wendat dans ce moment-là. Puis, il a tout fait ça à la main, lui. Ouais. Sur écorce de boulot. Dans le fond, ça, c'est... Encore une fois, on parle c'est lui, là. Exactement. Grand chef Nicolas Vincent. Grand chef Nicolas Vincent. On parle de sources qu'on peut utiliser en tant que chercheur pour documenter l'occupation territoriale. Une carte faite à la main au début des années 1800 par notre grand chef sur de l'écorce de bouleau avec des toponymes. C'est rock and roll. C'est pas mal les meilleures sources qu'on peut avoir. Là, je veux dire, ça, c'est un discours sur le territoire, cette carte-là. C'est une connaissance du territoire excessivement fine. C'est un réseau hydrographique qui est dessiné pratiquement parfaitement. La forme des lacs qui est bonne. Puis en plus de ça, bon point, on attribue
un toponyme à plusieurs endroits. Là. Il y a beaucoup de toponymes qui se retrouvent dans le document qui viennent du plan Vincent, comme Mekion-Tarawonha, entre autres, là, le grand lac Batiscan, qui veut dire là où le lac est grand. Donc, c'est ça. Alors, le plan Vincent, là, je veux dire, ça, c'est une des plus belles sources qu'on a. Puis, quand on commence à la regarder là, attentivement, c'est assez impressionnant. Oui, c'est fou. Mais, moi, je l'ai beaucoup regardé parce que je l'ai fait imprimer en grand, mais on sent qu'il y a des déformations un peu. C'est normal. Tu sais, comme le grand lac Batiscan, il est clairement pas grand comme l'île d'Orléans. Là, oui, puis tu sais, si on regarde aussi juste comment c'est fait, c'est plus linéaire. Là, c'est-à-dire qu'il y a le fleuve Saint-Laurent qui est d'est en ouest. Puis après ça, il y a toutes les rivières qui se jettent, qui sont comme parallèles, qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent. Mais c'est une façon aussi de voir le territoire. C'est comme ça qui était perçu. Oh. Le fleuve est comme le récipiendaire de toutes ces rivières-là qui viennent se jeter. Puis c'est ça. Donc, effectivement, il y a une distorsion. Là, on sait que le Saguenay et le Saint-Maurice viennent comme se rejoindre. Là. Mais dans le cas du plan Vincent, c'est ouvert. Mais il est pas... Tu sais, c'est normal qu'il soit... qu'il y ait des inexactitudes ou qu'il y ait une forme. Mais c'est vrai, par contre, que la forme des lacs, ou à tout le moins d'une bonne majorité de lacs... Oui, puis c'est ça qui est fascinant, parce qu'évidemment, Nicolas Vincent l'aura très certainement pas dessiné lui-même. À tout le moins, on peut imaginer, parce que c'était probablement le travail de la personne qui l'accompagnait, mais les informations qui s'y trouvent sont de Nicolas Vincent. Puis ce qui est intéressant, c'est quand au-delà des toponymes aussi, c'est quand on voit des inscriptions qui décrivent le territoire aussi. Si je me trompe No fish in this lake. C'est ça, en anglais, bien sûr, mais exact. On trouve No fish in this lake. Ben, parce que quand ils sont arrivés à ce lac-là, vraisemblablement, il n'était pas poissonneux. Ou je pense qu'il y a même des références, pas juste au lac, mais au territoire, au sol. À tout le moins, il y a des attributs physiques qui sont donnés sur le territoire. Puis évidemment, les toponymes ne sont pas en Wendat standardisés parce qu'ils n'ont vraisemblablement pas été écrits. C'est une langue orale. C'est une langue orale, puis ils n'ont vraisemblablement pas été écrits, on imagine, par Nicolas Vincent. Mais, heureusement, on a des gens comme Miguel. Oui, on les comprend encore, mais ça nous prend de l'aide. Puis, une grande partie du travail qu'il y a là-dedans, là, si on parlait de Miguel Lucaniec, qui est linguiste, qui travaille pour la Nation en partie, puis qui est à l'Université de Victoria, elle fait un travail extraordinaire. C'est long. C'est très long, parce que c'est long à reconstruire la langue. Mais elle nous a aidés. Puis aujourd'hui, on est capable de les avoir standardisés. Dans la vraie phonétique, la vraie façon de les écrire. Parce que la langue Wendat, c'est une de nos lacunes. Là. En fait, on ne parle plus ou presque. Là, il n'y a plus de locuteurs. Non, c'est ça. En fait, tous les gens qui parlent présentement, ils auront réappris ça. Il n'y a pas personne là, qui, de son vivant, parle encore. Et que dirait Marcel Godbout? Cette langue est en dormance. Il ne faut jamais penser qu'elle ait disparu, la langue Wendat, là. Il y a des circonstances socio-économiques, sociales qui ont fait en sorte que c'était plus assez important de la parler. Mais elle n'a jamais disparu. Là. Il existe des dictionnaires Wendat qui sont parmi les sources les plus extraordinaires sur les langues autochtones au Québec, au Canada. Là. On les utilise encore, puis c'est ce que Megan fait, entre autres. Donc, ça serait tardé. Nicolas Vincent, là, le grand personnage qu'on entend beaucoup parler, qu'on voit sur cette image. C'est qui ça, Nicolas Vincent? Nicolas Vincent, on en parle-tu un peu dans ce document-là? Absolument. OK. Nicolas Vincent, là, c'est un des acteurs principaux Wendat là, par rapport à la défense du territoire. Là. C'est dans les piliers. Là. Il est d'ailleurs allé revendiquer la seigneurie de Sillery jusqu'en Angleterre, là, accompagné de chefs à l'époque. Là. Mais il y a des discours à la Chambre d'Assemblée de Nicolas Vincent qui sont exceptionnels, qui décrivent précisément le territoire Wendat à cette époque-là, les ententes qui existent entre la nation Wendat et les autres nations. Puis, c'est un acteur qui est vraiment important là, quand on parle du territoire. Riche, c'est très riche comme source. Exact. C'est le plan Vincent, mais c'est aussi, comme je vous disais, les discours de la Chambre d'Assemblée, entre autres, son voyage en Angleterre. Ça, c'est de la tradition orale. Oui. Inscrite dans les sources.
Parce que la tradition orale, le topeux, il faut être capable de la transmettre. Mais quand il n'y a plus les gens pour transmettre la tradition orale, la seule manière d'être capable d'y avoir accès, c'est dans les sources. Puis, quand tu regardes ce qu'il y a sur Nicolas Vincent, c'est une des grandes richesses de ce document-là, ce sur quoi Charles a travaillé. Puis il y a d'autres, là. Michel Sioui, qui a accompagné Nicolas Vincent en Angleterre. On les voit. Oui, mais va un petit peu plus bas, là, tu vas en trouver une meilleure des 3 chefs à l'époque là, qui accompagnent le ESL ici. Là, ouais. Cette fameuse photo. Donc, en bas à droite, c'est André Romain. Ouais. À gauche, Michel Sioui. Au centre, Stanislas Koska. Koska qui est polonais. Koska, c'est pas un nom Wendat. OK? Juste qu'on Je savais pas. On se comprenne. Oui, c'est polonais. C'est pas Wendat. OK? Mais quoi qu'il en soit, mais ouais. Puis Michel Sioui laisse des témoignages aussi. Oui. André Romain aussi. Puis ça, c'est important. On parle de témoignages. Là. Je tiens à le mentionner là, parce que c'est l'idée centrale du livre. Ça s'appelle « Nous parlons ». Comme ça, par exemple, ici. Exactement. Donc, Sioui. tout au long de la lecture, on est accompagné par des Wendat qui nous parlent, puis qui décrivent ça peut être des expéditions de chasse, mais ça peut être aussi un discours à la Chambre d'Assemblée, comme je mentionnais, ou Nicolas Vincent. Donc, tout au long du document, on est accompagné par la voix des Wendat, puis encore une fois, des origines jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusqu'à des entrevues récentes qu'on a faites au bureau d'Union Intio dans les années... jusqu'à 2017. Là. Ouais. Donc, il y a des que Wendat, toi et moi, on a fait. Oui, que moi et Jean-Philippe, on a eu la chance de faire avec des Wendat qui ont occupé le territoire, qui se sont battus et qui se sont fait arrêter dans le bois. Puis on les fait parler parce que c'est eux, c'est grâce à eux qu'on a notre travail aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'on a un livre d'histoire aujourd'hui qui parle de notre histoire territoriale. Et donc, c'est important de célébrer toutes les Wendat qui ont participé de près ou de loin. C'est pour ça qu'on l'a fait, finalement. Exact. Ben oui. C'est pour de dire, vous avez vécu ça, puis votre nation a vécu ça, puis voici qu'est-ce qu'ils ont dit. T'sais. Puis on en a des témoignages, puis on les garde. Moi, je trouve ça important, là, je vais glisser un peu, là, mais je trouve ça important quand même de dire, on passe notre temps à travailler pour des impératifs qui sont juridiques. On parlait de territoire tantôt. Malheureusement, peut-être heureusement dans certains cas, mais on est confronté à une dynamique qui est très judiciarisée. La judiciarisation de l'histoire. Puis on doit affirmer nos droits à travers ce processus-là. Puis tout ce qu'on recherche, on finit toujours par le mettre sous scellé parce qu'on dit on va se préparer. On va se préparer. Mais ça, là, c'est public. Puis on n'a jamais fait de document public pour la nation qui contenait ces choses-là. Puis pourtant, ça fait des années qu'on aurait dû en parler. Bien, aujourd'hui, c'est ça. Vous avez parlé, on vous donne la parole. Mm-hmm. Moi, je trouve Parce que là, pour l'instant, tout ce qu'on peut trouver, c'est des commentaires sur Facebook, genre c'est pas vrai que vous étiez là. Oui, ou des ouvrages ou des ouvrages qui ont leur bon côté, mais en même temps qui ont été faits sans jamais prendre en compte. Et puis on pourrait parler de grands historiens comme Denis Delage ou Alain Beaulieu qui ont fait avancer les connaissances, mais qui ont peu ou pas pris en compte la perspective des Wendat, par exemple. Exact. Puis, si tu me permets, Brad, là, on parle on est dans le projet, là, puis sa raison d'être, là, mais ça s'insère dans un mouvement de décolonisation. Mm-hmm. C'est de présenter notre version de notre histoire. C'est une version de notre histoire. Il y en a d'autres. Il y a la version coloniale que vous pouvez trouver dans des livres d'historiens. Il y en a plusieurs versions, mais ça, c'est notre version de notre histoire. Qui n'est pas fausse quand même. Là. La perspective. On peut dire la perspective. Est-ce qu'on peut dire la perspective? Notre perspective. C'est pas une vérité. Je ne veux pas de vérité absolue. On ne prétend pas avoir la science infuse. On dit juste les faits. C'est basé sur des recherches scientifiques. C'est Charles, ce qu'il a fait, là, c'est des recherches scientifiques. Il a colligé ça. Puis aujourd'hui, c'est une perspective Wendat sur sa propre histoire. Ouais. Mais tu sais, l'histoire, comme tu disais, colonialiste, qui nous amène, par exemple, avec l'histoire de Champlain qui a rencontré les Hurons, à cette époque-là, qui était écrit en français, les Hurons, mais qui est nos ancêtres directement. C'est pas une version qui est fausse nécessairement de l'histoire. Là. Non, non, exact. C'est juste qu'il n'existe pas d'objectivité fondamentale ou profonde en histoire. Il est arrivé des événements historiques.
qu'on sera jamais capable d'interpréter Sauf qu'il y a parfaitement. différentes personnes qui ont vécu ces événements-là. Exactement, puis il y a différentes façons de les interpréter, de les regarder, puis de les raconter. Puis notre version, ou notre perspective comme le DGP, elle a rarement été prise en considération ou en compte. Puis c'est pour ça qu'on voulait faire un projet comme celui-là. Puis c'est important parce que, tu sais, en tant que Wendat, avant l'existence d'un livre comme celui-là, il faut se référer à des livres qui ont été faits par Bruce Trigger, par Denis Delage, puis c'est encore une fois, c'est des historiens et anthropologues qui réfugiés, mais qui présentent leur interprétation de notre histoire. Donc, alors c'est ça, elle n'est pas plus vraie ou moins vraie, mais c'est une interprétation de notre histoire. Toi, là, tu penses-tu que tu es réfugié? Moi, j'ai assisté à des conférences dernièrement qui m'ont un peu ouvert les yeux sur l'histoire des Iroquois du Saint-Laurent, qui est difficile à trouver parce que c'est une histoire qui est arrivée avant la colonisation. Exact. Donc, c'est uniquement... Il n'y a personne qui a écrit là-dessus. Donc, comment tu veux vraiment développer là-dessus en termes de sources, dans l'archéologie puis dans les sites archéologiques, tu sais. Fait que je veux pas non plus devenir un anthropologue ou un archéologue, malgré que j'ai quelques petites expériences en archéologie. Ouais. Mais c'est rien comparé à des vraies études, tu sais, dans le sens où il y a eu des sites iroquoiens dans la région de Québec depuis plus longtemps qu'il y a 400 ans, comme on dit que depuis qu'on est arrivé. Les Iroquois du Saint-Laurent qui étaient ici, étaient-ils des Agniers, des Mohawks, ou étaient-ils des Wendat? Et sont-ils partis en Ontario ou sont-ils partis, eux se réfugier dans la région sud? Quand tu parles à des Mohawks actuellement, eux, ils sont à Kanesatake, qui, dans l'histoire qu'on connaît, sont partis de la région du lac Champlain puis qui sont montés vers Montréal. Eux, les Mohawks, dans leur histoire, à eux, ils sont partis de Montréal pour aller à Kanesatake. Donc, ils sont partis de Montréal pour aller sur leur territoire de chasse, qui était juste de l'autre côté de la rivière de Montréal. Ce qui est pas fou comme idée, dans le sens où les récits de Cartier racontent un village iroquoien à Montréal. Donc, c'est pas faux. Mais est-ce que ces gens-là, c'est un regroupement qui est externe aux Mohawks ou aux Wendat, ou c'est un regroupement qui est un peu des deux, ou c'est juste des villages qui étaient là temporaires. Puis après, ils sont partis. Ils sont partis parce que Champlain dit qu'ils sont partis, mais sont-ils partis à l'est, à l'ouest? Sont-ils peut-être même devenus des nomades? On ne sait pas, là. L'histoire ne nous le dit pas. Mais bref, tout ça pour dire que la question que tu m'as posée, je ne crois pas que nous sommes des réfugiés. Je crois qu'on a notre place sur cette terre. On a notre place à Québec aussi, présentement. Je le sais parce que je le sens. Puis, je suis fier de dire que ici, c'est chez nous. T'sais. C'est ça. Exact. Alors, voilà. Mais tu sais... Mais la question des Iroquois du Saint-Laurent... C'est curieux, là. Moi, j'aimerais vraiment ça, changer d'époque puis mettre des réponses là-dessus. Mais personne ne trouvera les réponses. Exact. On peut-tu, genre... Mais c'est ça, c'est très énigmatique, là, la question des Iroquois du Saint-Laurent, même la question de leur déplacement. Je veux dire, pourquoi à une époque, quand Cartier passe, ils sont présents, puis à une autre époque, quand c'est Champlain, ils sont plus présents dans la... Les raisons de ces déplacements-là sont encore méconnues. Mais une chose est certaine, c'est que les personnes qui occupaient la vallée du Saint-Laurent autrefois possédaient on pourrait dire des liens de familiarité très proches là, avec les Wendat, qui est évidemment dans la région à cette époque-là des Grands Lacs. On peut parler de parenté, on peut parler au niveau culturel. Puis quand il y a eu des mouvements, c'est évident, et ça c'est prouvé par l'archéologie, que les Wendat qui étaient dans la vallée du Saint-Laurent se sont déplacés en Ontario et sont allés occuper des villages qui étaient dans la région des Grands Lacs. Donc, tu sais, je veux dire, ça c'est prouvé, c'est évident. Puis il y a un village, entre autres, là, qui a accueilli 200 Wendat du Saint-Laurent. 200. Un village Wendat de l'Ontario a accueilli des Iroquois du Saint-Laurent. Oui, exact. Ça, c'est un fait. Ça, c'est et puis plus qu'un. Pendant plusieurs dizaines et centaines d'années. Donc, ce n'est pas faux de dire que les Iroquois du Saint-Laurent sont nos ancêtres. Absolument pas. Puis c'est pas pour rien qu'on est venu se réinstaller à Québec. T'sais. Alors, c'est ça qu'on défend, nous. Absolument. On prend position aussi. Parce qu'en ce moment, l'archéologie,
l'essentiel des données sont fondées sur l'archéologie. Alors, un jour, on a décidé aussi de prendre position, de dire que c'est pas une question de revendication. Pour nous, on considère, dans certains éléments de notre tradition orale aussi, je parlais de la caverne à Québec, là, bon. Et cette tradition-là orale, elle existe, puis on a fait le choix aussi de dire, pour nous, les 10 Iroquois de Saint-Laurent, ce concept archéologique-là, bien, les gens qui habitaient à Stadacone ou les villages, pour nous, ce sont nos ancêtres. Puis que quand on à cause des bouleversements qui se déroulent dans ce qu'on appelle la Huronie traditionnelle, là, ben, on a fait un choix consciencieux de revenir ici sur une partie du territoire qu'on disait occuper. Puis tu sais, quand ils disparaissent, les Iroquois de Saint-Laurent, là, ben oui, c'est vrai, il y a des évidences archéologiques qui démontrent qu'en Ontario, il y a plein de sites archéologiques où il y a des regroupements de parentalité là, dans des villages. On a augmenté des villages. Mais ces installations d'Iroquois du Saint-Laurent, là, ils se font pas juste à la fin du 16e. Là. Mais non. On sait déjà que dans les décennies, les siècles précédents, il y a des échanges, il y a des regroupements, où il y a des artefacts reliés aux Iroquois du Saint-Laurent dans des sites archéologiques qui sont plus vieux. Fait que, les liens sont là. Puis, pour nous, c'est pas deux groupes différents. Exact. Puis c'est important de marteler sur ce clou-là. Là, la catégorie Iroquoien du Saint-Laurent, il n'y a aucun groupe autochtone qui a levé la main, qui a dit un jour nous sommes Iroquois du Saint-Laurent. Là. Ça, c'est une catégorie qui a été créée par les archéologues pour expliquer un phénomène de culture matérielle qui avait de la misère à expliquer. Exact. Bon, alors c'est pas... l'archéologie est très bonne pour parler de culture matérielle, pour retrouver des villages, des traces d'occupation passée, puis documenter l'occupation passée. Elle est beaucoup moins bonne pour parler de catégories ethniques, d'appartenance, d'identité, de culture. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le concept d'Iroquois du Saint-Laurent. Surtout quand nos traditions orales, Wendat et Mohawk, nous ramènent vers la vallée du Saint-Laurent, disent ces gens-là, ce sont nos ancêtres. Alors, il faut nous écouter à ce moment-là. Puis c'est important de référer à cette tradition orale-là. On en parle un petit peu. Parce que quand tu regardes, mettons, le territoire des 5 nations, les Haudenosaunee, il y a les gardiens de l'Est, qui sont Gagnon-Gaga, qui sont les Mohawks. Mais qui, eux, là, qui étaient au nord du lac Champlain, là, ben, quand tu regardes ça, c'est à quelques kilomètres de Montréal. Fait que ce serait logique que des détachements de cette nation-là se soient installés dans une certaine époque dans le secteur de Montréal, puis même sur l'île de Montréal. Mais ça, c'est à eux de faire les Algonquins aussi. Non, mais je comprends. Je comprends. Mon cerveau se casse en deux. Non, mais je comprends. C'est logique. Là. Mais je comprends. Mais puis on pourrait faire longtemps sur ce sujet-là. Puis il y a quand même plusieurs sujets encore qui sont aussi intéressants. Mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites au bureau d'Union Windsor sur la question des Iroquois du Saint-Laurent. Beaucoup d'articles scientifiques qui ont été publiés dans les dernières années, auxquels, par exemple, notre directeur Louis Lesage a participé, puis qui devraient être mieux diffusés. Mais il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans les milieux scientifiques. En Ontario, entre autres. Au Québec, il y a du retard. Mais en Ontario, sur une prise de conscience. Si tu savais, là, puis je vais fermer la parenthèse, là, il y a des projets, là, on travaille avec des gens qui sont dans des universités aux États-Unis qui ont développé des projets de nouvelles datations. J'ai juste le mot en arrière. Redate. Ils font du redating des sites archéologiques parce qu'ils ont toujours été datés en fonction de la culture matérielle puis des présomptions qu'on a basées sur... Et la culture matérielle européenne. Donc, la présence de tel artefact dans tel site. Puis on a tout construit la trame chronologique ensuite des sites archéologiques, mettons, iroquois, en fonction de ça, dont celle des Iroquois de Saint-Laurent. Mais là, il emploie le carbone 14. Puis ils se rendent compte que les sites archéologiques sont souvent mal datés. Ils sont souvent beaucoup plus anciens ou beaucoup plus tardifs. C'est ça, là, juste ça, c'est en train de redéfinir à petite échelle, tranquillement, parce que c'est moins connu, ça commence à redéfinir complètement la perception qu'on peut avoir, même de la chronologie.
Puis si tu redéfinis la chronologie des événements, mais tu redéfinis possiblement de grands pans de notre histoire. Si je te dis qu'un site archéologique qui était, bon, là, je pars là-dessus, là, mais qui était daté de 1550, et quand je le redate, puis je te dis, ouais, mais non, finalement, il était pas vraiment occupé. Il était occupé, oui, mais il commençait. Il s'est plutôt terminé son occupation en 1630. Ça peut redéfinir complètement la perception que j'ai, par exemple, de la venue d'Européens au 17e siècle, puis des informations qui sont laissées, par exemple, par les Jésuites ou Champlain. Puis là, tu te mets à redéfinir et à revoir les Wendat différemment. Là je sais, je vais loin, mais vois-tu, on pourrait faire très longtemps là-dessus. Mais ça nous amène à redéfinir aussi comment et à réaffirmer qu'on n'est pas des réfugiés. Puis c'est un peu ça, tu sais, les gens, ils ont passé des décennies à se faire dire, ouais, mais les Wendat, tu sais, les missionnaires les ont accueillis, puis ils ont dit, tu sais, viens, je vais te donner un peu de nourriture, puis regarde, j'ai un beau petit feu qui t'attend dans les remparts de Québec, hein? Puis on va te protéger. Mais quand tu regardes les sources de ces mêmes jésuites, là, hein, Charles, c'est écrit là-dedans, là, puis on vous en parle un peu. C'est un choix consciencieux. Là. Les gens, ils ont dit, nous, on s'en va à Québec, ça chauffe trop ici. Puis on s'en va chez nous. Dit bêtement, c'est ça. Qu'on connaît. Mais l'Ontario, parlons-en, parce que j'ai eu l'occasion de travailler comme apprenti archéologue, moniteur de terrain. Oui. En fait, c'est pas de l'archéologie que je faisais du monitoring dans le sens où on est là pour occuper un site archéologique qui est développé par des compagnies ontariennes. La supervision. La supervision de terrain. Donc, la carte qu'on voit présentement, beaucoup, là, hein? c'est... oui, puis il y en a plus que ça, parce que moi, j'ai vu là, la carte complète là, quand on travaillait là. Les sites archéologiques Wendat découverts à ce jour. C'est ça le titre de la carte. Là. Fait qu'effectivement, il y en a qui se découvrent encore. On voit Toronto. Toronto ici. Ça, c'est important là, de le redire. Là. Donc, moi, j'ai travaillé sur des sites là, ici, là, dans la région nord de Toronto. Puis j'ai aussi travaillé ici dans la région Simcoe. Oups, on voit des faces. Mais j'ai un peu... OK, ça, c'est l'autre page. OK, c'est ça. Ouais, plus à l'est. Ceux-là sont plus à l'est. Ouais. OK. Mais anyway, tout ça juste pour donner une idée un peu de comment ça fonctionne en Ontario. Là, moi, comment ça fonctionnait l'année passée, puis cette année, vu que mon frère travaillait encore là, c'est qu'on occupe, on est à peu près une dizaine, on occupe des sites archéologiques qui sont en développement pour recenser de l'information, pour juste avoir des yeux sur le terrain. Il y a, par exemple, le bureau du Nowentio qui est impliqué plus grandement, là, présentement. Les surveillants de chantier. Non, mais il n'y a pas une compagnie là, qui... oui. Je pense que ça a été qui annoncé emploie aussi. les surveillants de chantier. Fait que, là, on commence à prendre un peu d'ampleur aussi sur les sites archéologiques. Fait que c'est logique parce que quand on travaille là comme superviseur ou comme moniteur, on est juste là à regarder du monde travailler sur les sites, mais ce serait cool éventuellement de pouvoir prendre plus notre place. On développe une expertise. De cette manière. Mais ça prend du temps, c'est sûr, parce qu'on n'est pas beaucoup d'individus à Wendake. Fait qu'on je veux dire, sur un pourcentage de 10 000 habitants, tu as peut-être un archéologue, un anthropologue, mais à Wendake, on est 3 000, tu sais. Fait que c'est difficile d'avoir cette expertise-là, mais au moins, on se passionne là-dedans. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment, vraiment... Oui, puis on en parle un petit peu, tu sais, quand même. Il y a quelques sections dans l'ouvrage qui en parlent. Puis tu as montré, là, tu as les sites, mais tu as ensuite des photos de gens. Je pense, c'est-tu juste après? On a les photos même de réenterrement. Puis, mais ça, c'est plus tard. Réenterrement, Les réenterrements. En fait, c'est ça. C'est que c'est important de mentionner qu'il y a beaucoup de démarches qui sont faites dans la région des Grands Lacs, là, qui est une partie de notre territoire ancestral. L'archéologie en fait partie. C'est pas mal notre gros cheval de bataille, là, parce que notre patrimoine là-bas est beaucoup archéologique. Mais il y a aussi des réenterrements qui ont été réalisés. Il va en avoir d'autres, malheureusement, parce qu'il s'est déterré en maudit des ossements. Ils trouvent des os, puis ils veulent bâtir un centre d'achat, puis ils vont mettre les os ailleurs. Exact. Là, aujourd'hui, ce serait beaucoup plus complexe. Là, si tu trouves mais il y a eu, dans l'histoire archéologique ontarienne et canadienne, là, beaucoup d'os qui ont été entreposés dans les universités ou dans des collections privées. Là. Il y a des gens qui ont des caisses d'ossements Wendat dans leur garage qui demandent juste à être retrouvés. Là. Et réenterrés. Exact. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Les fouilles n'étaient pas obligatoires, puis les gens partaient sur un chantier, ouvraient un terrain, trouvaient des milliers d'ossements, puis disaient
Exact. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? 19e siècle. Là, ouf. On met ça dans un entrepôt. Ouais. Effectivement. Fait que ça, c'est le genre de démarche qu'on fait en Ontario, mais maintenant aussi, on fait de l'interprétation de différents sites. On travaille, là, il y a des consultations même qui nous viennent de l'Ontario. Donc, vraiment, là, le pan, là, je dirais, le ontarien là, du bureau d'Union Intio, c'est ouvert dernièrement. Puis c'est ça, donc c'est une bonne façon de se réapproprier notre patrimoine là-bas. Là. Une place en Ontario qui s'appelle Wendake Beach. Ah oui? Ouais, ça va pas que c'est ça. Non? Dans le coin de la baie Georgienne? Ben, c'est Wasaga Beach, Ah, mettons, ok. une demi-heure, 1 heure au sud. OK, Wendake Beach. Ouais. Je savais Puis, pas. Mais ça fit, cette région-là. La région, c'est pas dans ce bout-là qu'il y a Midland. Midland est un petit peu plus au nord, mais oui, c'est pas. Plus, Oui, c'est sur la pointe, là, mais Ouais. je vais essayer de trouver la carte encore. Là, À mais- Midland, c'est là qu'il y avait eu un des grands. c'est plus bas. Ah, C'est à Midland qu'il y avait eu le grand Genre colloque là. en 2015. Oui, là. symposium. Ça, c'était un événement qui avait vraiment fait accélérer les recherches sur la langue, l'archéologie, le travail sur les Iroquois de Saint-Laurent. Là, c'est un document qu'on présente, mais ça, on en a tiré un livre aussi qu'on a publicisé un peu, qu'on a publié dans les dernières années auprès de l'Université Laval. Vraiment intéressant. Si les gens ils veulent une publication qu'on a faite, là, on n'a pas fait beaucoup, mais ça, ce livre-là, là, il y avait des choses Comment vraiment... ça s'appelle? Comment est-ce qu'on a appelé ça, Charles? On dit toujours le livre bleu des presses de l'Université Laval parce qu'on en a fini par oublier, mais tu sais, si les gens veulent avoir plus d'informations, ils ont juste à communiquer avec le bureau d'Union Intio, mais c'est facilement trouvable aux éditions presses de l'Université Laval. C'est vraiment un livre davantage scientifique. Là. Mettons que je fais la comparaison avec le livre d'histoire qu'on présente ici à Quatatia, qui est beaucoup plus une vulgarisation grand public de recherche scientifique. Alors que là, vraiment, là, c'est une publication scientifique, le fameux livre bleu là, sur les Iroquois de Saint-Laurent. Là, donc, c'est un peu moins facile à digérer là, comme lecture. Mais c'est d'autres. C'est ton genre de lecture, Charles. Mais c'est un bon point. C'est un des gros avantages de ce qu'on propose ici. Là. Ça, là, c'est des mois de rephraser pour rendre ça le plus intelligible, le plus digeste possible pour n'importe qui. Le commun des mortels. On veut que ce soit accessible. Moi, je pense je l'ai lu plusieurs fois, là, puis je pense qu'on y est arrivé. Là. Il n'y a rien de plus achevé dans ce qu'on a fait jusqu'à présent. Effectivement. Bravo, les gars. Je pense qu'on a réussi. Bravo, les gars, votre équipe. Ben oui, c'est ça. Je sais pas combien vous êtes derrière ça, sûrement 10, 12. C'est important de mentionner aussi Stéphanie Benado qui n'est pas avec nous en ce moment, mais qui a travaillé beaucoup sur ce projet-là. On est plusieurs à avoir travaillé. Le plus important de mentionner, c'est les Wendat qui ont répondu à mes appels, à mes textos, qui m'ont envoyé des photos. Écoutez, ça, c'est le fruit d'un travail collectif. Là, ça appartient pas au bureau d'Union Intio, ça appartient à la nation, ce livre-là, cet ouvrage-là. Ouais. C'est important de le mentionner. Mais c'est ça. Fait que, je sais pas, parce que le temps file quand même. On veut pas trop s'éterniser parce que les gens pourront lire le document. Absolument. Moi, j'ai des petites affaires que j'aimerais peut-être qu'on aborde parce que j'entends souvent parler, parce que j'ai visité les Wyandot, qui sont nos cousins. Puis les gens qui connaissent pas la nation Wendat connaissent pas non plus la nation Wyandot. Fait que souvent, je fais le parallèle, je leur explique un peu la division. Est-ce qu'on connaît certaines choses sur la nation Wyandot, vraiment précisément? Parce que là, on voit sur cette photo-là, ici, là, on voit la nation de la drapeau Wendat. Ça, ici, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est Wyandot of Anderden à gauche, Wyandot of Oklahoma à droite. Ouais, ça, c'est le Wyandot. C'est ce que je connais. C'est Anderden qui est à gauche. Au centre, ça doit être Kansas. Mais donc, on n'aborde pas beaucoup la question des Wyandot dans le livre. On s'attarde beaucoup plus aux Wendat de Wendake, évidemment. Là. Oui. Reste quand même qu'on en parle un petit peu, notamment, je pense entre autres à un élément de tradition orale qui était commun aux Wendat et aux Wyandot, qui est raconté dans le livre, puis qui est documenté par... C'est un anthropologue de l'époque qui vient à Wendake ici. Il vient voir le grand chef François-Xavier Picard, Taou-Rinché. Puis il y a un autre chef à cette époque-là, Wyandot, qui est présent à Wendake. Mandorong. Mandorong, oui, exact. Ouais. Et puis les deux, donc le chef Wyandot et François-Xavier Picard discutent. Et puis ils parlent d'une tradition orale, comme quoi nous sommes issus, JP en a parlé un petit peu, comme quoi nous sommes issus d'une caverne. Et puis, ça, c'est raconté par Horatio Hale, l'anthropologue. Et puis, il dit les chefs Wendat et Wyandot partent
Puis là, il explique pas où exactement. Ça, c'est le malheur là, dans une source comme celle-là. Mais ils Également. partent dans le bois, dans les environs de Québec, pour aller... parce que François-Xavier Picard dit « Je sais où la caverne d'où nous sommes, nous venons, nous. » Parce que selon le mythe de la création, Yusuke A, qui est le créateur, nous aurait façonné dans la glaise. Là. Il nous aurait gardé dans une caverne. Puis à un moment donné, on aurait peuplé la Terre. Et cette caverne-là, donc, se trouverait dans les environs de Québec. Et puis, à l'époque, donc Horatio Hale, l'anthropologue, dit les chefs Wyandot et Wendat partent. Ils ont cette tradition orale-là en commun. Ils racontent la même histoire. Et puis là, François-Xavier Picard dit ben oui, mais je sais où la caverne, puis ils partent dans les environs de Québec. Mais on sait pas où la maudite On caverne. le sait tout. Mais ça, c'est. Vous le savez où? Ça, là, ça, c'est. Ah, vous le dites pas, vous le savez où? Mais ça, c'est tellement fascinant. Là. T'as des gens qui sont. Oklahoma, c'est loin en chien. Là. Oui, mais Ok. eux, par exemple, avaient pas des ancêtres iroquoiens de l'Oklahoma, là. Eux, c'est Mais vraiment non, des mais là, on va dire. Oui, eux, ils ont été poussés ils ont comme. été poussés, C'est ça. poussés, Vers l'Oklahoma. poussés. Eux, ils ont Aux États-Unis, c'était différent. Oui, les oui, pratiques oui. en bas. Ils ont pratiquement été relocalisés. Là. Ouais, C'est exact. L'Oklahoma, il était en Ohio. Là. L'Oklahoma, c'est un genre de melting pot de plein de Oui, nations. exact. Exactement. Là, ils ont été poussés là. Fait qu'ils sont dans des milliers de kilomètres. Là. Puis là, il arrive ici puis il dit hey, on a la même tradition orale. Il raconte la même histoire. On vient de l'Est, une caverne à l'Est, puis ils s'en vont dans le bois, puis on l'a pas trouvé encore, la maudite caverne. Je sais où. Mais Tu me diras ça. imagine-tu que, puis je veux dire, on n'invente rien. Là. François-Xavier Picard, il y a un journal, là, puis c'est écrit dedans. Je vais juste vous donner un petit clin d'œil. Il faut passer en dessous de l'eau pour l'accéder. Ah oui? Ah oui. Tu sais de où je parle? Non? J'ai aucune idée. OK. On s'en reparlera une autre fois. Imagines-tu Hors onde. ça se peut qu'il existe une source à quelque part d'un anthropologue comme Hale qui a pas été déchiffré encore, qui n'a pas été trouvé, puis qui en parle plus amplement de ces rencontres-là. Mhm. Wow. Ben, en tout cas, c'est vraiment cool. Il y a une autre chose que je voulais aborder, pas concernant les Wyandot, mais concernant encore Nicolas Vincent. On voit dans sa main, sur cette photo, ce fameux wampum. Oui. Donc, on le voit beaucoup dans les documents officiels de la nation. Je crois que c'est un... Il est à l'envers. Dans la documentation officielle, il est Ah souvent ouais? à l'envers. Ok. C'est une hache, hein? C'est pas Ouais. un calumet. Ok. C'est une hache de guerre. La hache, elle devrait. Ah oui, OK. Faut souvent Ça va faut coucher. placer la tête, la hache vers le bas. Là. Mais parlons-en de ce wampum-là. Tu sais, je trouve que c'est un symbole qui est fort pour la nation. Puis qu'est-ce qu'on en sait de ça? Et puis, ça, c'est... Tu veux-tu que j'en parle? Ouais. Ouais, vas-y. Ben, c'est un des seuls wampum Wendat. Je dis Wendat, il y a quand même une petite astérix au bout de ça. C'est pas un des seuls wampum qu'on connaît qui existe encore. Je veux dire, c'est le McCord qui a l'original, dont on connaît en partie, ou presque en totalité, la signification. C'est un wampum qui a une valeur guerrière. Il y a des taches de vermillon dessus, d'ocre rouge, quand on fait l'analyse. Il y a un rapport à la guerre. Mais c'est propre. Puis Jonathan Lainé, dont j'ai parlé, a travaillé beaucoup sur les wampums. Il a écrit un ouvrage super intéressant. C'était sa thèse de maîtrise. Puis il a travaillé beaucoup sur ce wampum-là. Puis ce wampum-là, il a probablement été échangé. Il a probablement été donné au Wendat. C'est une des théories qu'il aurait probablement été donné au Wendat au moment de la conquête, au moment possiblement de l'époque du traité. Puis il a été gardé au sein de la nation. Puis cette image-là, c'est quand il va en Angleterre, il amène le wampum, puis il le présente au roi George IV. Merci, Charles. 4. Non, ouais, George IV. Puis pour réitérer, oui, célébrer, mais réitérer l'alliance historique. Huron britannique. Puis c'était le wampum-là. Il était au McCord. Écoute, c'est vraiment un wampum fascinant. Puis c'est un des rares qu'on a encore la symbolique parce qu'un wampum, pas de parole rattachée à ça. Je veux dire, ça sert à rien. C'est beaucoup dans les symboles. Juste Là, matériel. on voit une Orale, hache. Là. Fait qu'on La on guerre. entend sûrement la hache de guerre. On entend sûrement Ouais. ça parce que le symbole de la hache, c'est le symbole de la guerre parce que quand on entend souvent cette expression-là, enterrer la hache de guerre. C'est une tradition qui est vraie là, d'enterrer
symboliquement une hache au pied d'un arbre de paix qui était Exact. le pin blanc pour dire qu'on est en période de paix. Puis quand tu vas déterrer la hache de guerre, ben c'est le symbole du moment où on a besoin de sortir les armes. Puis Ouais. le protecteur de la guerre, c'était le grand pin blanc. Puis tous les animaux aussi qui se... Tu sais, c'est très symbolique, là, mais... Mais la hache de guerre, puis rappelle-toi aussi que à cette même époque, là, on est dans les. Tu sais, l'Angleterre, le voyage, c'est 1824 et 25, ça dure plusieurs mois. Mais à cette même époque, on a des témoignages de Michel Sioui, par exemple, qui est avec des officiers anglais et qui rappelle. Puis on est même passé la guerre de 1812. Là, tu sais, les Autochtones ont moins d'importance sur le plan militaire, stratégique. Puis c'est écrit dans les sources, il réitère qu'il est prêt à lever, que les Wendat sont prêts à lever la hache de guerre qui est enterrée pour venir combattre avec les Britanniques s'ils sont appelés à combattre. Donc, ce wampum-là serait une alliance de guerre avec les Britanniques. Oui. On peut l'interpréter Ouais, on comme peut ça. l'interpréter comme ça. Il y a sûrement plus de signification précise, mais en gros, c'est ça. Ouais. Ce qui est quand même particulier parce qu'on a été longtemps alliés des Français. Tu sais. C'était comme un peu une vision de nos ancêtres, comment que le futur de ce pays va se créer. Ben, on sentait que les Anglais allaient prendre le contrôle. Fait qu'on n'a pas le choix de s'allier. Et les alliances commencent, puis se terminent, puis de nouvelles se créent. Tu sais, c'est tout à fait normal, puis c'était souhaitable en même temps, d'un point de vue stratégique, de s'allier avec les Anglais. Oui. Il y a une autre chose donc, que je comprends du document, c'est, si je vais voir ici, dépossession territoriale. Chapitre 3. Alors, mon cher... Ben, ça, je trouve ça intéressant parce que jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de l'histoire plus ancienne, mais de notre histoire territoriale plus ancienne, évidemment, mais il faut dire que les derniers siècles, particulièrement le 20e siècle, pour les Wendat, ça a été signe de dépossession territoriale. On a parlé de colonisation, là, mais là, c'est le gros de la colonisation et de toute la logique d'assimilation qui est mise en place au Canada, là, donc qui vise à déposséder les Premières Nations de leur territoire et de leur culture. Alors évidemment, on n'a pas été exempt de ça. Au contraire, là, on était au cœur de la colonisation du territoire, notamment par l'industrie forestière, là, mais bon, etc. Et donc le chapitre 3, ça porte beaucoup sur ça et ce qui a été mis en œuvre par l'État canadien et québécois là, pour vraiment venir réduire notre occupation territoriale. Ceci étant dit, et puis c'est là que c'est intéressant, c'est que les Wendat, on n'a jamais cessé d'occuper le territoire, d'occuper le Nihon-Intio. Faut le dire. Puis il faut le dire, puis c'est parce que des fois, on dit qu'il y a eu une coupure, il y a eu un arrêt, il y a certainement eu une réduction, une diminution de l'occupation territoriale, et c'était forcé. Là. Les gens allaient en prison. Là, je veux dire, Paul Sioui, mon arrière-grand-père, a fait de la prison pour avoir trappé dans le parc national. Là. Puis il l'a jamais dit puis, à non. sa famille. Puis ça, je l'ai pas su de tradition orale, je l'ai su dans les archives. Là, je veux dire, fait que, ouais, exact. Parce que c'était pas une fierté. C'est pas une fierté pour ce monde-là. Là. Parce qu'on le voit là, ici sur l'affiche là, que on pouvait être arrêté si on faisait du trespassing. Exact. Il n'y en a pas un qui a vendu sa maison aussi. Félix Gros-Louis, il y a eu une amende, il a dû vendre sa maison la moitié de sa valeur. Ça, c'est des choses qui sont racontées encore une fois dans ce chapitre-là, mais c'est d'une violence incroyable. Là. Puis Harry Gros-Louis, entre autres fils, là, on voyait son témoignage. Mais, exact. Puis il a laissé un témoignage fort intéressant là, dans les années 60. Puis il raconte justement à quel point l'arrivée du parc national, entre autres, que la réserve faunique de Laurentides aujourd'hui, a été difficile parce que c'était le territoire traditionnel des Wendat. C'est là qu'on allait chasser, qu'on allait pêcher, trapper. Et puis du jour au lendemain, on n'avait plus le droit d'y aller. C'était interdit. Et puis c'était interdit de façon violente. Là. On brûle vos cabanes, on casse vos pièges, puis on perce vos sacs de farine. Ce qui est dangereux. Ce qui est excessivement dangereux. Ces gens-là auraient pu mourir dans le bois. Il y en a qui ont été sortis du bois, enchaînés, tirés par des chevaux. Là. Oui. Fait que tu sais, c'est une époque difficile, d'une violence incroyable. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu t'en vas dans le bois l'hiver, tu es un trappeur. La seule affaire que tu as pour faire vivre ta famille, c'est d'avoir une coupe de peau dans ton sac. Une chose que tu as besoin pour ta survie, c'est ta poche de farine que tu es allé placer là 2 mois avant dans ta cabane, puis tu arrives, ta cabane est brûlée, puis ta poche de farine est étendue partout. Je veux dire, imagine la rage là, que ces gens-là avaient, puis peut-être même la sagesse qu'ils avaient de ne pas répliquer puis de ne pas attaquer, parce que sûrement qu'il y avait des aînés dans ce temps-là qui disaient
réplique pas parce que tu vas faire de la prison toute ta vie. Mais imagine. Ça en a certainement découragé plusieurs, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la résilience. Parce que les Gros Louis, cette famille-là de Gros Louis, entre autres, Harry, son père, son grand-père, ses frères, ça a continué d'aller dans le bois. Puis ils ont continué à trouver. Puis beaucoup de Wendat ont même trouvé des façons alternatives d'occuper le territoire. Entre autres, en étant employés des clubs, les clubs privés. Bon, ils étaient maintenant guides, gardiens de territoire. Puis eux autres aussi pouvaient pratiquer leurs activités pendant ce temps-là de façon, encore une fois, un peu illégale. Là, mais ils réussissaient tout de même à pratiquer leurs activités dans le bois. Tu sais. Ouais. Fait que c'est une résilience, une ingéniosité qui était mise à l'épreuve, évidemment, dans ces années-là, mais qui est démontrée, là, je pense, très bien là, dans tu l'as bien dit, c'est faux de dire qu'il y a eu une coupure. Parce qu'il y a encore tellement de choses qu'on ne sait pas, parce qu'il y a tellement de sources qui ont été détruites. On pourrait en parler longtemps. Les constats d'infraction, c'est une des sources principales qu'on a utilisées. On en fait un peu dans le document. Mais à l'époque, il y a eu de grands moments d'élagage dans les archives. Fait que ce qu'on a aujourd'hui, là, c'est littéralement à peu près 5% de ce qu'il y avait eu dans ces fonds d'archives-là. Mais on l'a fouillé parce que c'était notre job dans les dernières années. Puis c'est là qu'on apprend qu'ils se font tirer par des chaînes, que Paul Sioui... La vente de la maison, là, c'est 100$. Mais en 1909, là, tu sais-tu comment ça vaut, 100$? J'ai aucune idée. C'est énorme. Il vend sa maison, là, il n'a plus de maison. Puis il la vend à moitié prix. Puis 100$, c'est... Pour payer des tickets. Pour payer les amendes. Parce qu'il est trappé dans le parc national. C'est capoté. Puis il y a même du monde, il y a même de ces gens-là, là, juste que mais en même temps qu'on va plus loin dans les années 30, il y en a qui se sont rendus en cours puis qui ont commencé à invoquer des droits aussi. Là. C'est pas juste du monde, ils vont devant le juge, ils se font donner un ticket, puis merci, bonsoir. Il y en a qui se sont défendus. Là, ils ont commencé là, je te parle pas des années 80, là. Puis de la cause Sioui, je te parle de gens dans les années 30, là. C'est Gérard Sioui. Je sais pas si je me rappelle plus si on en parle, mais tu sais, du monde qui se sont battus en cours, là. Puis ça, c'était dans les années 30. C'était une époque de répression. Ouais. Puis, tu parles de l'arrêt Sioui, là, oui. Qui est un moment important de notre histoire moderne. C'est un peu ça, le chapitre 4. C'est important, ça, l'arrêt Sioui? Oui, mais l'arrêt Savard aussi, on pourra en parler. Mais on pourrait parler un peu de ça. Ouais. Le chapitre 4, c'est vraiment les luttes contemporaines là, de nos aînés, là, mais aujourd'hui, ce sont nos aînés, là, mais ils sont encore bien présents et ils nous racontent encore leurs histoires. Mais c'est pour montrer les luttes qui ont été menées par toutes les familles du village, tout le monde qui occupait le bois. Puis, je veux dire, on parle beaucoup de l'arrêt Sioui. Il y a eu la cause Savard après. Il y a aussi un événement qui n'est pas devenu un arrêt comme tel, mais les événements au lac Maigre, entre autres, on en parle avec Pierre Romain, René Picard, Bertrand Picard. C'est des gens qui, dans la même période, là, on parle fin années 80, années 90, où ils se font arrêter dans le bois pour chasser, pour avoir chassé. Ils se font saisir leurs bêtes, puis eux, ils décident d'aller en cours. Puis ils réussissent à invoquer des droits fondés. Donc, dans l'arrêt Sioui, c'est les droits issus de traités, du traité Huron-Britannique, évidemment. Donc, on reconnaît la validité du traité Huron-Britannique. Dans l'arrêt Savard, c'est la confirmation que la chasse à l'orignal fait partie de nos coutumes au sens du dit traité et même dans la réserve faunique des Laurentides. Donc, c'est une époque charnière qui définit juridiquement nos droits sur notre territoire. Puis c'est à partir de ce moment-là, évidemment, qu'on a pu entrer dans une époque davantage de collaboration avec l'État colonial. Là. Réappropriation. Beaucoup de réappropriation. Puis tu sais, aujourd'hui, là, le tirage au sort, là, c'est le village au complet qui est là, alors que dans les années 70, je veux dire, il y avait des Wendat qui chassaient, qui pêchaient, qui trappaient, mais c'était beaucoup plus difficile. On se battait pour une perdrix dans les années 70. Ouais. Puis les gens avaient peur. Ils donnaient des permis au village. On retrouvait ça dans les archives. Là. Ils donnaient des permis pour comme pousser les gens à y aller. Là. On a des listes de dizaines, de centaines de permis de chasse, de pêche. Puis on commençait à s'organiser. Là. Puis, mais ça a vraiment pris forme après l'arrêt Sioui. Mais l'arrêt Savard, il est mauditement important parce qu'il vient confirmer. Il vient confirmer la validité de ce qui a été défendu par l'arrêt Sioui. Mais brièvement, là, quelqu'un qui dit l'arrêt Sioui, ça fait 3 minutes qu'on parle de ça, mais c'est quoi, là? Ben, c'est les frères Sioui, Conrad, là, je veux pas en oublier, là, mais je sais qu'il y a Conrad, Georges, René? Non. Hugues Régent. Hugues Régent, exact. Donc, qui sont dans le parc de la Jacques-Cartier.
Qui est un parc national moderne, mais qui n'est pas la réserve faunique. Non, c'est une création de l'État. Exact. C'est un parc national géré par la CEPAC. Donc, parc de conservation. 82, ils sont arrêtés. Okay. Donc, ils ont un site de campement. Ils se font un feu, ils pratiquent leurs activités traditionnelles. Puis, il y a des gardes-chasse qui les arrêtent, qui les mettent à l'amende parce que c'est interdit dans un parc national de faire des feux, de couper du bois, etc. Pardon, etc. Et finalement, eux, évidemment, ils n'acceptent pas l'amende. Ils disent plutôt, ils invoquent jusqu'en Cour suprême du Canada leur droit issu de traité, donc le traité Huron-Britannique. Puis c'est à ce moment-là, justement, que toute l'histoire commence. Exact. Unanimement, les juges de la Cour suprême du Canada ont reconnu que le traité Huron-Britannique de 1760 était bien un traité au sens de la loi et reconnaissait des droits à la nation Wendat sur son territoire. Donc, c'est vraiment un jalon là, au niveau de la jurisprudence. Là, c'est un jalon dans notre histoire. On oublie toujours de dire qu'il était là, ce traité-là. C'est pas un bout de papier retranscrit. Il n'est pas nouveau. Il y a eu plusieurs copies là, du traité. D'ailleurs, ça a été un enjeu de certification au niveau juridique au moment des démarches juridiques, mais à un moment donné, on ne le trouvait plus, le document. Là. Puis il a fallu le chercher, là, parce qu'ils ont été déboutés en Cour supérieure du Québec. Puis c'est en Cour suprême qu'ils ont été confirmés, mais à un moment donné, on ne l'avait plus, le document. Mais il y avait quelqu'un qui l'avait. Puis, tu sais, tu parlais de documents, hein, conserver les documents. Et il y avait quelqu'un qui l'avait conservé. Quand je te disais tantôt que ce document-là, il a été conservé, on le sait qu'il a été conservé au fil des siècles, puis on sait qu'il a été parfois invoqué, des fois de manière un peu difficile à comprendre, mais quand on analyse vraiment, on voit qu'il a été invoqué à différents moments. Là. C'est pas un document, là, ils disent, les Wendat, ils s'en rappelaient plus. Non, il y a des gens qui s'en rappelaient, là. Mais si on ne l'avait pas retrouvé, là, il n'y aurait peut-être pas eu d'arrêt Sioui. Puis après ça, la cause Savard qui vient confirmer ça. C'est quoi? C'est un mouvement, ça aussi? L'arrêt Savard, c'est un peu le même principe là, que l'arrêt Sioui. C'est un événement, là, donc c'est-à-dire que c'est les frères Savard. Là. Il y avait Michel, il y avait Yves. Il y avait aussi Marc Sioui et Michel Groslouis là, qui étaient à cette époque-là dans le territoire. Là. Mais donc, ils se sont fait arrêter pour avoir tué un orignal dans la réserve faunique des Laurentides. C'était dans le secteur jumeau. Puis là, on est dans les années 90, 94, si je ne me trompe pas. On n'en parle pas trop dans ce document-là. Il y a une section dédiée à l'arrêt Savard. À la page 80. Puis, exact, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est tout ça. C'est ce qu'on vous présente, c'est pas juste l'arrêt comme tel, mais c'est les événements ayant mené à l'arrêt Savard. Et les événements ayant mené à l'arrêt Sioui, c'est souvent ça qu'on n'entend pas trop parler. On prend le jugement de la Cour suprême, on dit OK, c'est ce qu'il reconnaît comme droit, mais comment qu'on est rendu là? Il y a des gens qui se sont fait arrêter, qui chassaient, qui faisaient... Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Puis, pourquoi ils se sont battus aussi? Pourquoi ils se sont battus? Puis c'est qui, ces gens-là? L'arrêt Savard, c'est qui? Mais c'est Michel Savard, c'est Yves Savard. C'est des gens qu'on connaît, qu'on côtoie. Les deux bonhommes qui ont un beau sourire. Là. C'est les deux bonhommes. Ceux qui ont les faces de plante. Là. Non, mais c'est des guerriers. Oui, on les connaît. C'est des guerriers. Non, mais ces gens-là, c'est important. Exact. Puis tu sais, pour vrai, moi, je suis très, très reconnaissant de ces personnes-là qui ont, évidemment, qui ont défendu nos droits. C'était encore une fois, c'était une époque de répression. Là, c'était violent. Là, ils ont vécu beaucoup d'oppression, de répression. Ouais. Donc, évidemment, je suis très reconnaissant, mais aussi, ils ont prêté de leur temps pour qu'on réalise des entrevues avec eux. C'est toi qui l'as fait, Michel Savard, puis Yves Savard aussi. J'ai fait des entrevues avec eux dans le cadre de ma job. Puis, je vais toujours me rappeler, et Michel, c'est quelqu'un que je connais bien. Je l'ai côtoyé beaucoup dès mon jeune âge. Là. Puis, là, le but, c'était de raconter un peu son histoire. Puis, entre autres, l'arrêt Savard. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il n'y a personne qui ne l'a jamais raconté. Tu sais. Puis là, il me dit, fait que là, tu veux que je te raconte ça, ce qui s'est passé? Je dis, vas-y, Michel, je t'écoute. Pendant 15 minutes, il était debout. Puis là, il était dans le secteur jumeau en train de se faire arrêter encore. Puis là, il me racontait toute l'histoire. Avec sa gestuelle. Mais c'était là, d'une richesse. Là. Puis, puis là, il me racontait ça. Fait que, tout ça pour dire que... Tout sur tape. C'est ça, tout sur tape. Vous avez filmé ça? Tout ça pour dire que le livre d'histoire, c'est ça aussi. C'est cette histoire-là que les Wendat nous racontent. Puis les Wendat, c'est pas juste Nicolas Vincent, mais c'est aussi Michel Savard, Conrad Sioui, ces gens-là qui ont défendu. Puis il dit pourquoi il a fait ça, en plus. Exact. Fait que moi je trouve que c'est d'une richesse exceptionnelle. Puis là,
les savoirs, c'est des gens très humbles. Là. J'espère qu'ils rougiront pas trop, là, mais j'ai beaucoup de reconnaissance envers eux. Cette entrevue-là, là, ben, dans 20 ans, dans 30 ans, on va l'avoir. Puis, elle est mauditement bonne, l'entrevue. Moi, on va l'avoir, ça va être une source. C'est archivé, on va l'avoir. On va faire un film, mais ce qui est dit là-dedans, c'est confidentiel et tout. Puis, il faut respecter l'informateur, mais c'est top. Là. C'est ce que Charles dit là-dedans. Puis, mais il y a Bertrand Piccard. On a Bertrand aussi. Il y a René Piccard. Des affaires riches, là. Pierre Romain, c'est des gens avec qui on a fait des entrevues. Puis, c'est ça, je trouve ça important parce que des fois, on parle beaucoup de l'histoire ancienne. J'en parlais tantôt, on parle de l'histoire ancienne, mais il y en a des gens là, qu'on croise dans la rue, là, on envoie la main, là, mais ce monde-là, là, ils font pas rien que virer en pick-up dans le village. Là. Ce monde-là, ils étaient dans le territoire, ils se sont fait arrêter, ils ont défendu nos droits. Puis c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on peut aller chasser en paix. Puis ça, c'est important de se le rappeler. Moi, je vais te spoiler Jean-François Richard, notre grand anthropologue. Là. Un jour, Jean-François, il m'a dit, ça fait plus de 20 ans qu'il est là, il m'a dit... Quand j'étais arrivé, j'avais des petits contrats du 3 mois. Il fallait que je justifie ma job. J'étais pas régulier. Là. Puis, il avait dit, les gens chez nous, puis je critique personne, les gens chez nous, je parle, mettons, fin des années 90, beaucoup pensaient encore, bof, on n'a rien à dire. La tradition orale, les sources, toutes les autres qui s'occupaient de faire ça pour nous, c'était pas concret. Il dit, OK, parfait, donne-moi une couple de semaines, une couple de mois, puis je vais partir avec ça. Au bout de 3 mois, il est revenu, puis il avait parlé à une couple de personnes, puis il avait trouvé des affaires extraordinaires. Puis ensuite, ça a été un build-up pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on se rend compte que, moi, t'as dit, il y en avait de la richesse, là. C'est juste que les gens, ils s'y intéressent. Mais non. Ça dormait. Là, il y a plein de gens qui nous ont quittés aujourd'hui, là, mais ça dormait. Puis heureusement qu'il y a des gens comme Jean-François puis d'autres qui ont enregistré ça. Là. Parce que sinon, on les aurait perdues, ces informations-là, comme on a perdu tant d'autres. Mais en tout cas, je trouve qu'on a fait un bon tour un peu du projet. Je sens qu'on en aurait beaucoup à dire, puis je sens qu'il y a plusieurs autres personnes qui vont venir s'asseoir à l'endroit où vous êtes assis présentement. Donc, je crois que c'est un début. Le livre s'appelle Aquatatia, ça veut dire « Nous parlons ». Alors, allez vous procurer ça au mois de janvier. Au début de l'année prochaine, donc au début de l'année 2022, là, on devrait être en mesure de donner plus une date. Il va y avoir un lancement officiel, rester à l'affût. Là. Pour le moment, même la version avec laquelle on travaille, c'est pas encore coulé dans le béton, c'est pas encore terminé, mais une chose est certaine, c'est qu'on va avoir, pour tous les Wendat, là, vous allez pouvoir vous procurer, que ce soit une version papier ou format numérique, qu'est-ce que vous préférez, vous pouvez vous procurer notre livre d'histoire. Tout le monde, tous les Wendat vont réussir d'une manière ou d'une autre à se le procurer. Ça, c'est un de nos mandats qu'on va respecter. Si vous écoutez l'épisode puis que le livre est déjà sorti, comment qu'on communique avec vous pour se le procurer? Ben, en ce moment, ça, c'était plus mon mandat à moi. Dans ce cas-ci, on va rendre disponibles les copies par l'entremise du Conseil de la Nation. Pour l'instant, c'est la méthode qu'on va suivre, c'est-à-dire les gens vont pouvoir venir se le procurer. Puis sinon, pour les gens de l'extérieur, on va établir une méthode de commande pour pouvoir ensuite l'expédier. Les gens appellent au conseil. Par exemple. Puis on est en train de aussi développer une manière de le rendre par après disponible de manière électronique pour les gens qui nécessairement veulent pas nécessairement le papier, par exemple, l'ouvrage papier. Exact. Un gros merci, Tiawank. Merci de nous avoir reçus. Merci, Charles. Ouais.